Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On est parti pour la vidéo du jour et on va démarrer avec les deux unes des quotidiens madrilènes, le quotidien AS et le quotidien Marca. Les deux unes sont consacrées à la sélection espagnole. On démarre avec AS, avec une interview de Rodri, le milieu de terrain de Manchester City, et donc cette phrase d'accroche: Nadie juega mejor que España. Personne ne joue mieux que l'Espagne. Rodri, coutumier du fait, puisqu'il y a une dizaine de jours, il avait dit: il y a des sélections qui ont de fortes individualités, comme l'équipe de France ou l'Angleterre, mais collectivement, nous sommes les meilleurs. Attention tout de même du côté de la sélection espagnole à ne pas tomber dans l'excès de confiance. On sait très bien que collectivement, il y a très peu de nations qui arrivent à rivaliser avec l'Espagne. Mais on sait aussi très bien que cette sélection espagnole, elle peut avoir de gros soucis face à des équipes qui sont bien organisées tactiquement. Pour le moment, ça n'a pas été le cas. Ils ont affronté le Costa Rica et l'Allemagne. L'Allemagne qui, sur le plan technique, a été, je pense, vraiment dominée tout au long de la rencontre. Mais au final, sur les 20 dernières minutes, les Allemands, ils ont quand même été très très dangereux face à la sélection espagnole. Donc attention à l'excès de confiance côté espagnol. Autre une, celle du quotidien Marca. Cette fois-ci, c'est Dani Olmo qui nous dit: personne ne veut jouer contre la sélection espagnole. C'est une logique implacable quand on connaît le style espagnol, quand on sait qu'ils vont avoir une énorme possession de balles. Évidemment que c'est un style qui ne plaît qu'à très peu, ce style de la sélection espagnole. Après, voilà, plus la compétition va devenir compliquée, plus l'Espagne va aussi affronter des sélections qui tactiquement sont quand même beaucoup mieux organisées. On continue les amis avec le programme de la journée du côté du Qatar. À 16h, l'équipe de France va affronter la Tunisie. Dans le même temps, on aura l'Australie face au Danemark. 20h, l'Argentine face à la Pologne et l'Arabie Saoudite face au Mexique. On retrouvera donc deux Français aujourd'hui sur les pelouses. Ça sera évidemment avec l'équipe de France, Aurélien Tchouameni et Eduardo Camavinga. On a une petite stat d'ailleurs qui concerne Aurélien Tchouameni, qui est l'un des meilleurs milieux de terrain de ce mondial, puisqu'il a un taux de réussite de 97% de passes, évidemment, parmi les milieux de terrain ayant effectué au moins 100 passes dans cette Coupe du Monde. Il est aussi le joueur avec le plus de tacles et d'interceptions combinés parmi les milieux de terrain, avec un total de 13. Donc voilà, c'est un gros Aurélien Tchouameni que l'on voit depuis le début du mondial. On enchaîne avec des déclarations d'Eduardo Camavinga. D'ailleurs, Eduardo, il a de fortes chances d'être titulaire cet après-midi face à la Tunisie. Normalement, d'après les dernières informations, Eduardo Camavinga devrait être utilisé en tant que latéral gauche. Donc c'est assez intéressant. C'est quelque chose qu'il faudra suivre du côté du Real Madrid. Parfois, on a eu des pépins physiques en ce qui concerne le poste de latéral gauche. Donc intéressant de suivre la prestation d'Eduardo Camavinga cet après-midi. Je pense que Carlo Ancelotti va regarder ça de près. On regarde donc les déclats d'Eduardo qui nous dit: quand tu es footballeur, tu veux jouer tous les matchs. Il y a beaucoup de joueurs devant moi à Madrid, je dois apprendre d'eux et mon heure viendra. Il faut être patient, mais je ne veux pas avoir ce statut de remplaçant de luxe toute ma vie. C'est vrai que depuis plus d'un an maintenant, on a quand même l'impression qu'il est cantonné à ce rôle de super sub, Eduardo Camavinga. Alors après, il n'y a rien de dramatique, c'est un joueur qui vient d'arriver il y a un an et demi du côté du Real Madrid. C'est un joueur qui est encore très jeune, qui, comme le dit souvent Carlo Ancelotti, est encore en phase d'évolution. C'est pas un joueur qui est fini, Eduardo Camavinga, mais il est évident qu'il doit saisir un petit peu plus les opportunités qu'il a lorsque l'on fait appel à lui en tant que titulaire. Autre déclaration de Eduardo Camavinga qui répond donc sur l'une des grandes interrogations que l'on se pose: pourquoi il est meilleur lorsqu'il sort du banc. Il nous dit: je n'ai pas vraiment d'explication. Quand j'entre, je n'ai pas forcément le temps de réfléchir à ce que je vais faire. Je donne le maximum pour aider l'équipe. C'est sur ça qu'il doit travailler, être impactant lorsqu'il est titulaire, parce que l'on a vu à quel point il pouvait être important, notamment la saison passée lorsqu'il entrait en cours de jeu sur certains matchs de Ligue des Champions. Je me souviens du match face à Manchester City où il avait été énorme lors de son entrée en jeu. Mais voilà, on a envie de voir un Eduardo Camavinga être impactant et avoir un rôle important dans la première
à la 90e. Dernier déclat d'Eduardo Camavinga sur comment devenir un titulaire. Il nous dit: je deviendrai titulaire grâce à mes performances sur le terrain. C'est aussi assez intéressant pour moi d'être quelqu'un qui est polyvalent. Quand tu es polyvalent, tu as beaucoup plus de possibilités de jouer, car tu peux évoluer dans différentes positions. Alors c'est un garçon qui a cette faculté de s'adapter un petit peu au milieu de terrain. Et puis on suivra aussi cet après-midi son utilisation en ce qui concerne le poste de latéral gauche. Mais il est évident que c'est toujours mieux pour un joueur d'être en mesure de s'adapter à différents postes. On continue avec deux petites informations qui concernent Karim Benzema. Comme on en a parlé hier, Karim est bien en vacances du côté de l'île de la Réunion. Il a laissé d'ailleurs cette petite photo avec les lunettes de soleil et puis l'indicatif de l'île de la Réunion, 974. Donc Karim ne sera pas à l'entraînement normalement ce jeudi avec le Real. Il va bénéficier normalement d'une semaine de vacances et il devrait donc faire son retour avec les Merengues le 9 décembre prochain. Donc dans une grosse semaine, évidemment, ça sera la préparation pour Karim et le retour à la fin du mois, puisque là aujourd'hui les amis, on est le 30 novembre. Dans un mois jour pour jour, le Real sera sur les terrains de retour avec un déplacement du côté de Valladolid. On enchaîne avec une information mercato qui concerne le dossier Jude Bellingham. Selon Marca, Jude Bellingham étant un joueur qui va coûter assez cher. On sait aussi que le Real n'est évidemment pas seul sur le dossier. Enzo Fernandez, le milieu de terrain argentin, qui est présent d'ailleurs au mondial, le milieu de terrain du Benfica Lisbonne, est l'alternative la plus plausible du Real en cas d'échec sur le dossier Jude Bellingham. Alors d'après Fabrizio Romano, donc des informations tout de même très fiables, le Benfica demandera au moins 80-85 millions d'euros pour Enzo Fernandez. Donc c'est une grosse somme, mais ça me semble tout à fait logique connaissant le Benfica, connaissant l'âge du joueur, la progression qu'il peut encore avoir. Le Benfica est une équipe qui est une grande formatrice, donc les joueurs sont très bien valorisés du côté de Lisbonne. Et puis on sait aussi que le Benfica vend très bien, donc 80 ou 85 millions d'euros, ça ne me paraît pas aberrant, cette demande du Benfica en ce qui concerne le dossier Enzo Fernandez. Alors reste à savoir si le Real est en mesure de satisfaire les demandes du Benfica, ou est-ce que le Real fera tout pour aller chercher Jude Bellingham, qui lui devrait certainement dépasser les 100 millions d'euros. On va continuer avec une petite information mercato qui nous arrive d'un journaliste assez connu, Ekrem Konour, qui nous dit: le Real Madrid surveille de près la situation de Mohamed Kudus, l'attaquant ghanéen de l'Ajax Amsterdam. Vous l'avez vu d'ailleurs inscrire un doublé, Mohamed Kudus, face à la Corée du Sud en début de semaine. Alors après, on a l'impression, les amis, on a des informations quasi quotidiennes, on a l'impression que le Real est sur tous les dossiers, mais qu'au final, il n'y en a pas énormément qui avancent du côté du Real. Ce que l'on peut dire, c'est que visiblement, côté merengue, il y a quand même de grosses priorités. Et la grosse priorité, on le sait, on l'a tous compris, c'est Jude Bellingham. S'il y a une autre priorité, ça semble être celle du dossier Hendrick. Donc surveiller la situation, c'est très bien, mais j'ai l'impression que parfois que le Real n'est pas assez actif sur certains dossiers, comme par exemple le dossier Christopher Nkunku ou Chelsea, déjà depuis 3-4 mois, alors que le mercato d'été était terminé. Chelsea a quand même continué à discuter avec Christopher Nkunku, alors que c'est l'impression que j'ai du côté du Real Madrid. On surveille toujours de loin les situations, et évidemment dans le football il faut au bout d'un moment agir, sinon tu passes à côté de jolis coups. On enchaîne avec une information qui nous arrive d'Italie, le journaliste italien Matteo Moretto qui nous annonce que Sergej Milinkovic-Savic rêve bel et bien de jouer au Real Madrid. On en avait parlé il y a une petite semaine de cette envie de Milinkovic-Savic qui rêve du Real, mais bon, rêver du Real, c'est une chose, arriver du côté de Madrid, c'est beaucoup plus compliqué. En plus de ça, d'après ce journaliste italien, la Lazio demandera 100 millions d'euros pour Milinkovic-Savic. Je trouve que c'est quand même une très grosse somme, je suis un peu perplexe sur ces 100 millions d'euros demandés par les Lazial.
Après, on sait aussi très bien que la Lazio c'est un club très très compliqué en affaires, donc je ne serais même pas surpris qu'il demande 100 millions d'euros. Je pense que voilà, Milinkovic-Savic c'est un joueur qui vaut certainement 70 millions d'euros, mais aller poser 100 millions d'euros, ça me semble quand même assez énorme pour Milinkovic-Savic. On termine les amis avec une statistique sur le Real Madrid sur le début d'année. Après 21 matchs côté merengue, comparatif par rapport à la saison dernière en ce qui concerne les meilleurs buteurs du Real. Alors vous le voyez, hein, la saison passée, Benzema on était à 17 réalisations, Vinicius 12, et puis juste après on tombait tout de suite à 4 buts pour Marco Asensio. Cette année, on va pas se mentir, c'est beaucoup plus équitable, c'est beaucoup mieux réparti du côté du Real. Le danger arrive un petit peu de partout. Vinicius 10 buts, Valverde 8, Rodrigo 7, Benzema 6, Modric 5, Asensio 3, Militao 3. C'est beaucoup mieux réparti tout simplement que la saison passée où on basait beaucoup de choses sur les prestations de Benzema et Vinicius. On voit bien cette année que malgré l'absence, enfin en tout cas sur ce début d'année, que malgré l'absence de Karim Benzema sur 50% des matchs du Real, eh bien les merengues ont tout de même trouvé des solutions pour remporter beaucoup de matchs. Voilà les amis, la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'habitude à lâcher un petit pouce bleu, n'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne, je vous laisse. Je vous dis à la prochaine, ciao.